Alors ça va être difficile de parler de ça parce qu'il y a plein de témoins dans la salle, donc interrompez-moi. Mentionnez tout ce qui est biaisé de ma part ou une mémoire défaillante ou reconstruite. Donc moi je suis Bruno Patino, je m'occupe d'Arte aujourd'hui. Ma première rencontre avec Jean-François, ça tombe bien parce que c'est avec Jean-François et Nathalie. On est en 1994 ou 95, je sais plus Nathalie, mais ils viennent de réussir la nouvelle formule du monde. Ils sont vraiment ceux dont tout le monde parle, Nathalie et Jean-François. Et moi, je travaille dans un petit quotidien qui s'est lancé en janvier 94, qui s'appelle Info Matin, qui essaye de réinventer la presse et on va dire simplement, ça s'inspire beaucoup de USA Today, mais ça le ramène en demi-berlinois et c'est lancé à un prix défiant toute concurrence, 3 francs à l'époque. 3 francs à l'époque. Bref. Et au départ, ça marche, ça décolle pas trop, et on est imprimé par l'imprimerie du Monde. Nous avons donc Jean-Marie Colombani à notre conseil de surveillance, et un jour, Jean-Marie Colombani s'adresse, on a été entre-temps racheté par André Rousselet, qui a été le président de Canal+, et un jour, Jean-Marie Colombani dit « J'ai une solution pour vous, le tandem Belloc-Fogel ». Et donc, Jean-François et Nathalie ont débarqué un jour dans mon petit bureau, Jean-François avec sa valise, Nathalie avec son carton à dessin, et on a commencé à discuter d'une nouvelle formule pour Info Matin. Et évidemment, pour moi, j'arrête de parler de moi après, mais c'est là que l'aventure commence avec Jean-François, donc en 95, et on ne s'est jamais quitté après. Alors je ne sais pas si ça a été mon mentor, sans doute, mon grand frère d'une certaine façon aussi, co-auteur aussi, complice à toutes les occasions. Je raconterai après ce qui nous a rapprochés. Avec le temps, et ni Anne ni Alice ne m'en voudront de dire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a trouvé en moi? Alors souvent, on se dit, ouais, je lui parle d'Internet, on est en 95, parce qu'à l'époque, on a mis Info Matin sur Calvanet, Calvacom, en ce qui n'est pas encore même pas du PDF. Oui, je vais revenir après sur l'Amérique latine, évidemment. L'honnêteté m'oblige à dire qu'il y avait autre chose, je pense, à terme, qui a fait que ça a matché avec Jean-François, c'est que Jean-François avançait sans frein, sans limite. Il créait une équipe autour de lui qui était des équipes, alors il appelait ça des pionniers, parce qu'il aimait bien, lui, se sentir pionnier. Et puis, pardon, je vais être un peu vulgaire, ça sera la seule fois, et les emmerdes que ça générait, c'était à d'autres personnes de les gérer. Je crois que j'ai été une de ces autres personnes. Que ce soit à Info Matin, au Monde, à France Télévisions, France Info. Voilà. Donc, non, tu crois pas, Laurent? Un peu. Et donc, moi, j'ai peut-être les sales gosses aussi. Mais en tout cas, moi, mes souvenirs d'appel de Jean-François, c'est il m'appelle à toute heure du jour et de la nuit avec une voix caverneuse parce qu'on a eu un emmerde politique et il me dit là, franchement, t'as pas d'autre solution, faut partir. Et je lui dis non mais attends, on va pas partir, faut se battre, etc. Puis il me dit non mais tu sais, je ne livre jamais les combats qui sont perdus d'avance. Et si par malheur, la première fois je lui dis ok je pars, là j'ai un grand silence. Et il me dit mais il faut te battre. Et donc voilà, donc Jean-François, on a fait beaucoup d'aventures en commun, Info Matin, Le Monde.fr qui pour moi reste une aventure absolument exceptionnelle. Salut Nicolas. Les états généraux de la presse, la nouvelle formule de Télérama, la mission sur le livre numérique, des tas de choses en Amérique latine, France TV Info dont parlera Célia tout à l'heure. On était en train de faire Arte. Il m'avait dit tu m'as même embarqué à ton truc avec les Allemands là. Je dis ben ouais. Donc ça s'était passé comme ça. Et bon, je ne vais pas vous dire qu'il me manque, c'est une évidence, mais je vais essayer avant de montrer quelques photos, moi aussi du Monde.fr, vous dire à mon avis avec le temps, dans le système dont a très très bien parlé, Nathalie, ce que j'en retiens d'une certaine façon. D'abord, moi, ce qui m'a sidéré la première fois que j'ai vu Jean-François, c'est qu'il pensait à l'information comme un système. C'est-à-dire que vraiment, c'était un système évidemment politique, mais c'est un système technique.
Et évidemment, je ne vais pas revenir ici, mais on se parlait souvent du... Il avait lu, comme beaucoup d'entre nous, Pierre Nora, d'autres, etc. Donc, un événement, tant qu'il n'est pas médiatisé par un média, n'est pas un événement, c'est quelque chose qui se passe. Et donc, la création de l'information, pour lui, c'était daté dans l'histoire. On avait beaucoup lu ensemble Paul Starr. Et donc, c'était quelque chose qui était tout à fait lié en permanence à un contexte historique, un contexte de maîtrise, un contexte de maîtrise et de l'espace et de maîtrise du temps. Et la presse, pour lui, en dehors d'être un système, était une technique. Et il se piquait, et je vois certains d'entre nous qui me le diront, pas toujours à tout à fait juste titre, de maîtriser parfaitement la technique qu'il y avait derrière la presse. Alors il la maîtrisait beaucoup plus que beaucoup d'autres, parce qu'il s'y intéressait follement. Il s'intéressait follement, mais moi je me souviens sur Info Matin, on avait beaucoup parlé de la rotative, parce qu'évidemment à l'époque, faire de la quadrichromie, ça s'appelait, il fallait faire du double développement, donc il fallait mettre les plaques de façon absolument spécifique sur les rotatives. Il fallait maîtriser ça pour savoir ce qu'on voulait fabriquer, sinon on n'était pas capable de fabriquer l'objet qu'on voulait fabriquer. Et donc, ce que j'ai toujours trouvé fascinant chez Jean-François, c'est la façon à la fois de réfléchir à l'information comme telle, comme un système lié à une technique, et en même temps de voir la presse comme l'expression d'une technique à un moment donné. Donc évidemment, quand ces techniques et cette technologie se modifient, donc ça se modifie parce que la quadrie arrive, ça se modifie, et puis à un moment donné, ça se modifie parce que le réseau arrive. Jean-François disait, quand on en parlait, il ne me parlait jamais d'Internet, il me parlait toujours du réseau. Je pense que c'était sa vision des choses. C'est-à-dire, avant tout, Internet, c'était de l'informatique, du 0-1, du numérique, etc. Mais c'était avant tout le réseau. Et le réseau, ça changeait quelque chose fondamentalement dans la technique de la presse et dans l'information comme système. Et donc, je pense que ce qui après, il a mis du temps à avoir la main sur lemonde.fr, on peut se le dire, je sais qu'il y a Laurent Grelzamer qui m'écoute aujourd'hui, je pense qu'il s'y intéresse dès 95. Le site internet du Monde se lance en 96. Lui et moi, on va arriver là-bas. Et si j'y arrive, c'est parce qu'il dit à Jean-Marie Colombani, tu devrais mettre Patino avec moi. Salut Bernard. On y arrive de mémoire fin 99 ou début 2000. Donc quand même 4 ans après le lancement du site internet du Monde. Mais pendant toutes ces années, il va travailler et encore et encore, il va travailler à qu'est-ce que ça change d'un point de vue de système pour l'information, qu'est-ce que ça change d'un point de vue de technique pour la presse. Alors juste une chose, j'ai mis là, c'est-à-dire que moi j'ai eu ma vision aussi de Jean-François, c'est-à-dire je pense que Jean-François, on a parlé, Alice a parlé, Nathalie aussi, on parlera tous de son vertige littéraire, c'est-à-dire Jean-François a toujours... trouver que la réalité de nos existences était dans les livres et dans la littérature. Je pense que ce qui nous a d'une certaine façon rapprochés et ce qui m'amusait presque, c'est que Jean-François, avec le numérique, avec le réseau, on l'a même écrit dans un de nos premiers livres communs, il a vu arriver 3 choses qu'il ne pensait pas forcément de voir de son vivant. D'abord, la fiction Don Quichotte de Cervantes, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, parce qu'il est soumis à un déluge de messages, finit par être victime de sa propre illusion. Au tout départ, la presse sans Gutenberg, on avait décidé de l'écrire uniquement avec des références sur Don Quichotte. Inutile de vous dire qu'il connaissait le texte 1000 fois mieux que moi, pourtant je l'ai lu un certain nombre de fois. On n'a pas tenu le truc. J'ai essayé de le reprendre là dans le dernier livre que j'ai fait, mais c'était ça l'objet. Donc, cette idée. La deuxième chose, c'est Borges, dans Fiction. Au moins 3 ou 4 nouvelles de Borges. Alors je sais, pardon, ça va. Funes el memorioso, comme on dit en espagnol, donc celui qui se souvient de tout, mais d'autres choses, c'est-à-dire qu'il voyait Borges arriver en permanence. Il me disait là, il faut qu'on fasse comme dans cette nouvelle de Borges. Et la troisième chose, c'est on a tous nos prophètes, et Jean-François avait trouvé le sien qui lui convenait parfaitement. C'était Marshall McLuhan, qui a beaucoup parlé de l'arrivée de la ligne, du moment où l'électricité, il adorait ça, l'électricité modifierait absolument complètement le mode d'information et de mise en réseau des gens. Et alors Jean-François aimait particulièrement McLuhan parce qu'il me disait, plus je le lis, moins je le comprends. Et comme je pense qu'il voulait absolument qu'on ait ce rapport avec lui, c'est-à-dire qu'on soit à la fois fasciné, qu'on le suive, mais qu'on continue à le penser comme cryptique, je pense qu'il en était absolument fasciné. Et donc Marshall McLuhan ou ses disciples comme Walter Ong ou autres, Dieu sait si, quand on a réfléchi
à ce que j'ai appelé la recréation du monde.fr, puisqu'il s'agissait de changer, je vais vous montrer la formule après. On avait notre McLuhan avec... lui, il mettait des post-it. Hein, pour ceux, je parle à Anne là et à d'autres, les livres de Jean-François, quand il les lisait, moi je les griffonne, et lui mettait des petits post-it de couleur. Et alors, le McLuhan qui est le sien, il y a du genre 5 post-it par page. Donc quand je lui dis mais à quoi ça sert d'avoir 5 post-it par page, puisqu'en plus tu notes rien sur les post-it. Donc je vois pas pourquoi ça peut servir. Il me disait tu ne comprends pas. Mais voilà, on a grâce à Anne ici présente, pu récupérer un certain nombre de ses livres sur le journalisme. Et moi, ceux évidemment qui me sont le plus chers, c'est ces livres qui sont mais où il y a plus d'un post-it par page, hein, sur toutes les pages. Donc voilà. Donc on a au début, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, on va garder en tête McLuhan d'un côté, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on fasse tienne la distance de McLuhan et soit inspiré par Borges. Bon, évidemment, en fait, tout ça, c'était pour vous montrer cette photo. On s'est retrouvés tous quai de la Loire avec des outils antédiluviens pour faire le monde.fr. Alors, il y avait 3 lois en gestation, ça c'était mon truc, ça il aimait bien que les lois, donc on va pas les revenir, mais enfin la loi de Moore, la loi de Metcalfe, et puis enfin vous savez tous ces lois qui disent que à la fois la bande passante, les capacités des puces et l'utilité du réseau égale au carré de ses utilisateurs. Donc ça il aimait bien regarder ces importants, mais on est arrivé voilà, avec un certain nombre de personnes, quai de la Loire, et vous voyez nos locaux dans le 19e arrondissement, donc mis très 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 loin par le monde, qui nous voyait comme une excroissance du Minitel. Les outils à l'époque sont préhistoriques. On est au modem 14K. 14K, s'il y a des étudiants ici, vous imaginez même pas ce que c'est qu'un modem 14K. Il y a évidemment, les écrans sont pas tous en couleur, ils sont à écran. Il n'y a pas les smartphones. On paye à la minute la connexion. Et la première note stratégique que m'a fait Jean-François, accompagnée d'un mail apocalyptique, comme toujours chez Jean-François, c'est-à-dire attention, tout va changer, c'était sur l'impact du modem 56K dans ce qu'on était en train d'être fait, dans ce on était en train de faire. Donc ça doit être en 2000. On arrive donc à la fois comprendre que les lois Internet vont provoquer une augmentation non pas arithmétique mais géométrique de la capacité de traitement, de la capacité de partage et de l'utilité du réseau. Donc il faut penser à une formule, j'allais dire à 10 ans ou à 15 ans et non pas à une formule à 6 mois. Et par ailleurs, constater, comprendre et maîtriser en permanence les limites de l'outil. Sachant qu'on se trouve à une époque particulière. Ça ressemble à ça l'Internet à l'époque, hein. Quand même, je me permets de le rappeler. Le site Internet star de l'époque, c'est Yahoo. Les kings de la Terre, c'est Yahoo. Et le modèle général, c'est le portail. On a des gens, notamment à BNP Paribas ici, etc., qui, à longueur de titre, disent comme on peut tout faire le métier, on peut faire tous les métiers avec le numérique, il faut faire tous les métiers. Et donc, le modèle de base, c'est Yahoo. Vous devez proposer tous les services possibles. Le Monde doit devenir une agence de voyage, doit devenir un site de divertissement, mais également une proposition de recherche d'emploi, etc. C'est ça le modèle. Vous vous souvenez, les amis de la pub là-bas, hein, c'est ça le modèle à l'époque. Il faut faire un portail. Et alors même qu'on se dirige vers ce portail-là, on a un autre mouvement qui arrive dans l'autre sens, c'est l'éclatement de la bulle. Tout le monde a oublié qu'en avril 99, la bulle Internet explose et que dans tous les journaux, y compris dans Le Monde, vous avez des articles du genre « La fin du rêve Internet ». Ouais, Internet, c'est fini. Et à l'époque, il y a une réunion des directeurs généraux des principaux quotidiens en France pour décider d'arrêter les sites Internet pour en faire ce qu'on appelle des sites vitrines.
Et donc les sites vitrines, c'est des sites qui sont uniquement des sites publicitaires, hein, pour les journaux, et donc pour promouvoir la vente en kiosque. On met la une qui sera vendue en kiosque pour promouvoir les abonnements, etc. Et donc il faut bien voir que le contexte dans lequel Jean-François, avec moi et avec une équipe dont je vois beaucoup de représentants ici, on va se retrouver au monde.fr à l'époque, qui n'est pas le monde.fr, je vais vous le montrer. C'est il n'y a plus d'argent, c'est l'éclatement de la bulle. Nous, journaux, on doit se contenter de faire juste de la publicité pour nos sites, pour nos journaux, pardon, et amener les gens en kiosque. Et deux, de toute façon, les seules choses qui marchent, c'est le portail. Et si on avait des moyens, on ferait un portail, c'est-à-dire on ferait tout sauf un journal. Et donc, encore aujourd'hui, je me demande comment a fait Jean-François pour continuer lui-même de façon, mais alors sans discontinuer, à croire qu'un usage, ça change pour des raisons sociologiques et pas pour l'éclatement d'un marché ou un autre, que le système de l'information et le système de la presse avaient de toute façon durablement été modifiés par l'arrivée de cette technologie, et tout le reste n'avait strictement aucune importance. Le portail, la bulle, tout ça, ça n'avait strictement aucune importance. Voilà, donc c'est ça qui se passe en 99. En 99, Jean-François est enfin, au début 2000, envoyé au Monde Interactif, ça s'appelle comme ça à l'époque. Alors c'est pas lui qui est envoyé, c'est moi en théorie, avec Jean-François évidemment dans mes bagages. C'est évidemment lui le chef d'orchestre. Moi je suis un des musiciens. Jean-François a calculé son coût, puisqu'auparavant, je regarde Laurent Carpentier ici, il a convaincu Jean-Marie Colombani de me faire revenir au Monde pour m'occuper un peu d'Aden, des cahiers du cinéma, et on va dire me chauffer jusqu'au moment où il pousse ses pions et on se retrouve au monde.fr. Et là maintenant, je vais parler d'un truc que tout le monde connaît ici, mais voilà, la méthode de Jean-François, ce qu'on a appelé chez nous le Kursk. Et pour les plus jeunes du monde.fr, voilà une photo du Kursk. Alors qu'est-ce qu'un Kursk? La méthode de Jean-François, alors il y a Jean-François là. La personne que vous voyez ici, c'est Yann Chaplon, il a les cheveux tout blancs là-bas. La personne que vous voyez ici, c'est moi, avec des joues de Poupin, Olivier Puech, Guillaume Delattre, Georges Pedraza, et il y avait beaucoup d'autres mondes dans le Kursk. La méthode du Kursk, c'est quoi? Et je vous dirai pourquoi ça s'appelle le Kursk. C'était la méthode de force de Jean-François, qui de temps en temps nécessitait aussi quelques ajustements politiques de la part d'un certain nombre d'entre nous. C'était, on crée une petite équipe de pionniers. C'est étonnant comme cet être était léniniste en fait. Hein. Donc on crée la pointe avancée de l'innovation, on forme une bande soudée, on travaille 24 heures sur 24. Quand nous on se quitte à 2 heures du matin, Jean-François dit je mets tout ça par écrit, et le lendemain à 5 heures du matin, Nathalie t'as connu ça, arrive la note de Jean-François avant la première réunion à 6 heures. Donc c'est ça, la formule, et on avance, et on avance, et on avance à marche forcée. Rien ne nous arrête. Vous voyez là un des tableaux blancs du jour avec les écritures de Jean-François. Donc rien ne nous arrête. Ça s'appelle le Kursk. Pourquoi? Parce que Frédéric, le directeur financier du Monde.fr, un jour où les gens lui demandaient mais Jean-François, Yann, Bruno, machin, ils sont où? Et ils disent bah ils sont enfermés dans leur pièce là-bas. On croirait les sous-mariniers du Kursk. Et les sous-mariniers du Kursk, comme vous vous en souvenez, c'est un sous-marin qui s'est abîmé dans les fonds et dont les gens ne sont jamais sortis. On a donc pris la formule, et tous nos groupes de travail de toutes les formules qui sont arrivées, je vois Elodie là, etc., se sont appelés, comme vous savez, les Kursk. Et donc j'ai encore les documents chez moi. Le premier qui s'appelle Nouvelle formule du monde.fr, le deuxième s'appelle Kursk 2, et j'ai Kursk 3, Kursk 4 et Kursk 5. Voilà, et de temps en temps ailleurs, et notamment à France Télé, à un moment donné, et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux faire là? Il me dit bah il faut qu'on fasse un Kursk, et on savait très très bien ce que ça voulait dire quand on faisait un Kursk. J'accélère parce que je suis beaucoup trop long. Non, quand même, ce qui m'a appris, c'est 2 choses, et comme je vois des étudiants, je voudrais vraiment le leur dire. Nathalie y a fait allusion, mais alors pour moi les 2 règles fogéliennes, mais indépassable, un contrat, et quand on dit un contrat, c'est un contrat de lecture, ou un contrat de téléspectateur, ou un contrat d'internaute, c'est-à-dire avec l'utilisateur, ça s'écrit. Si c'est pas écrit, c'est pas pensé. Voilà. Si tu l'écris pas, si t'es pas capable de l'écrire de façon claire et pensée, c'est que
Il y a plein de failles partout. Donc ça s'écrit. Aucun document n'est valable s'il n'est pas écrit. L'oral, ça ne sert à rien. Un contrat, ça s'écrit. Et par ailleurs, Nathalie l'a montré aussi, une expérience utilisateur ou ailleurs, ça se dessine. Et donc j'aurais pu vous apporter aujourd'hui, mais ils prennent du temps. Moi, j'ai gardé encore le paperboard sur lequel on a dessiné le zoning du premier monde.fr que je vais vous montrer ici. Jean-François avec ses pastels qui dessinaient les zones, etc. Et donc ces deux choses-là que j'utilise aujourd'hui dans ma vie, c'est ça. Un contrat, ça s'écrit. Alors là, je vous ai montré, c'est la charte d'éthique graphique du monde.fr, par exemple. C'était une des pages des 150 pages de la charte du monde.fr. On était le seul site internet d'information, peut-être encore aujourd'hui, mais il doit y avoir France Info aussi, qui avait écrit sa charte du début jusqu'à la fin. Le contrat, le style, le livre du style, quel élément, combien d'éléments, à quoi il ressemble, combien de signes ils font, quel est le contrat, etc. Et ça vraiment, pour moi, ce que m'a appris Jean-François, il m'a appris la vie d'une certaine façon, mais on va dire professionnellement, c'est ça. Un contrat, ça s'écrit, et une expérience, ce que ressent l'utilisateur, le lecteur ou autre quand il vient chez toi, tu dois pouvoir le dessiner. Si tu peux pas le dessiner, c'est que c'est pas clair et que ça va pas. Donc on avait eu ça. Et évidemment, un contrat, ça s'écrit, et une formule, ça se vit, mais normalement, on a une vidéo, mais je ne crois pas que je puisse la lancer. Non. Ouais, c'est une vidéo. C'est bête, c'est une vidéo de 2 minutes avec tout le monde du monde.fr, dont Jean-François. C'est un fichier Move. Hein. Bon, on va essayer de le retrouver pour tout à l'heure, pour vous le remettre. Parce que j'ai retrouvé grâce à KB, enfin Olivier Dumons maintenant, cette vidéo de toute l'équipe du monde.fr qui date, qui dure pas mal de temps, et on voit chacun d'entre nous. C'est-à-dire que je pense que le monde.fr n'aurait jamais eu lieu comme ça si ça n'avait pas été pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup d'entre nous, l'expérience professionnelle de notre vie, y compris d'un point de vue amical et du point de vue presque léniniste, quoi. Alors après, derrière, il fallait un peu bosser. Mais voilà. Donc je vais vous montrer quand même le résultat. C'est dommage que la vidéo ne soit pas là. Donc pareil, le détail, ça se maîtrise. Donc voilà, comme ça, c'est toujours les trucs de Jean-François, le crédit sur l'image et en dehors, la typo, il faut laisser respirer les affaires de blanc. Enfin, Jean-François a ramené tout ça dans les livres de style. Et à l'époque, les sites internet de la plupart des endroits d'information les faisaient faire par des agences extérieures, dont le métier était la publicité ou ailleurs. Et tout d'un coup, vous aviez quelqu'un qui avait travaillé avec Nathalie et qui était capable de dire non, non, mais attends, là, on va le mettre là. Et c'est pour ça que dans la plupart des sites où on est passé, on a fini par créer nos outils. Parce que les CMS ou autres étaient les seuls capables d'être à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Bon, je pourrais vous montrer. Au début, quand on est arrivé, le monde, c'était ça. Le site internet du monde, ça s'appelait toutlemonde.fr et c'était un portail. Et ça faisait plein de choses. Finance, sortir, éducation, voyage, emploi, immobilier, météo. Donc le modèle est le portail. En bref, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais c'est formidable, ça fait tout. Et ce qu'on va faire, c'est ça. 10 janvier 2001, le monde.fr, et quand vous regardez aujourd'hui à quoi ressemble le monde.fr, c'est évidemment différent, mais c'est pas si éloigné. Et il faut bien voir que la technologie à l'époque, ou la technique à l'époque, ça nous a demandé un boulot de taré. C'est encore un site qu'on appelle sous vignette, parce que il n'y a pas d'open source, il n'y a pas tout ça. C'est un site qu'on va regarder tous. Et il faut que je m'arrête là, je suis arrivé au bout de mon temps. Qu'on fait, j'allais dire, avec sous licence, mais c'est ça qui va arriver en janvier 2001, au cours d'une nuit blanche où on a tous passé, parce qu'à l'époque Vignette marche avec des caches, donc on met tout en cache et puis ensuite on bascule, et le monde.fr va renaître avec cette typo, monde.fr, comme ça, et va être un site qui va être un site d'information. Alors après, il y aura des formules évolutives, notamment en ce qui concerne la barre de gauche, enfin tout ça vous connaissez par cœur. Donc ça sera la 2003, avec l'offre payante.
juste pour rendre hommage à Jean-François quand même, c'est-à-dire que l'abonnement sur Internet, y compris pour Le Monde, n'a pas été inventé en 2010, mais en 2003, où on a créé à l'époque l'offre payante par abonnement. Juste vous dire, comme bon, et ça sera 2004, où on va encore augmenter. Voilà, ça c'est des étapes qu'on a retrouvées. Et avant de terminer, quand même, vous raconter deux anecdotes. C'est Jean-François qui sourit et on est à Stalingrad, là. Hein. On est au monde.fr. Donc, juste vous dire deux moments qui ont été politiquement compliqués. Et je me souviens, et peut-être que tout le monde ne les connaît pas ici, y compris les gens du monde.fr. Je me souviens très très bien, parce qu'on mettait en ligne les articles du journal ou les dépêches AFP. Donc en gros, l'actu chaude, c'était les dépêches AFP, et les articles, c'était le journal. Et on se disait souvent avec Jean-François, parce qu'on se voyait toujours dans son studio rue Charlemagne, avec un thé, et on se disait souvent, il y a un jour quand même, on va devoir franchir le Rubicon, et on va devoir faire un article d'actualisation. Il me dit, ouais, on va devoir faire ça. Et il m'a dit, comme toujours Jean-François, et ce jour-là, tu n'y survivras pas. C'est typique. Genre, on va laisser la photo de Jean-François un petit peu, non? Bon, après, la vidéo. Bon. Et il me dit, ce jour-là, tu n'y survivras pas. Et puis arrive un jour, un dimanche, je ne sais pas si Célia était déjà là, Boris qui n'a pas pu être là parce qu'il est à Leipzig en ce moment l'aurait raconté, mais Yann s'en souvient peut-être. Un jour, il y a un match, alors je ne sais plus si c'est championnat du monde ou championnat d'Europe de handball, un dimanche, et la France est championne du monde. Et là, on se dit avec Jean-François, c'est le moment, ça doit être en 2003, on fait comme des grands, le premier article complètement autonome de la rédaction du monde.fr et on dit la France est championne du monde de handball et on fait 10 lignes sur le sport avec le score. J'ai été convoqué au journal qui était à l'époque rue Claude Bernard dans les 5 minutes qui ont suivi la mise en ligne de cet article, 2002 je pense, avec l'idée de dire comment oses-tu. Voilà. Discussion un peu compliqué à l'époque, qui a fini par passer. Je dis, bah, c'est du handball, on va pas, voilà, enfin, on fait pas un titre de géopolitique, on n'est pas en train de dire révélation, c'est ce qui se passe à la Maison Blanche, etc. Toutes les radios ont donné le score, la dépêche AFP confirme le score, on a vu le match, on a quand même la capacité de, mais même ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'on s'imagine pas ce qu'a pu être cette ambiance un peu léniniste qui était la nôtre. Ah, super, bah vas-y alors. Grand écran? Vous pouvez parler, c'est de la vidéo. Faut pas la mettre en grand écran? Je sais pas si vous voyez. Le fichier que j'ai envoyé était beaucoup plus long que ça et on voyait Jean-François, mais il a dû être corrompu. Il dure 3 minutes le fichier que j'ai envoyé. Bon, voilà. Ça durait 3 minutes et on voyait Jean-François qui se planquait, qui essayait de montrer, qui voulait pas être filmé, qui faisait comme ça. Enfin bref, on voyait Jean-François. Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi en bleu, ouais. Voilà. Et donc, c'est ce souvenir qui me revient. On se fait convoquer pour le premier article, mais vous dire quand même que la première fois qu'avec Jean-François on parle de tout ça, on savait qu'on devait faire ça. Il y avait une autre photo aussi qui n'est pas passée, c'est dommage, où on voyait quelqu'un qui a quand même été très important aussi dans le mécanisme un peu plus tardif du monde, qui est Dao Nguyen. J'avais une photo avec Dao, et puisque Yann s'en souvient, je voulais juste raconter cette histoire, parce qu'on formait quand même une sacrée équipe. Un jour, Jean-François arrive dans mon bureau quai de la Loire, et on avait connu Dao parce qu'elle avait on l'avait prise comme consultante dans une boîte qui s'appelait Concrete Media aux États-Unis en 2000. Et parce que ça, c'est Jean-François quand même, et peut-être que ça dit notre utilité auprès de Jean-François, à Yann et moi, et à tous les autres que je vois ici. Et donc, Dao était pas du tout quelqu'un d'important dans Concrete Media, mais on avait eu des réunions avec Concrete Media, et c'était évident
qu'elle était un cran, on va dire, un cran au-dessus des équipes de Concrete Media qu'on voyait. Elle avait évidemment bluffé Jean-François, qui nous en parlait à peu près tout le temps, et elle travaillait aux États-Unis. Et puis un jour, Jean-François vient dans mon bureau très très tôt le matin. Comme toujours, il avait découpé ses articles, vous vous souvenez? Donc, alors Jean-François, il arrivait même à imprimer les articles du Wall Street Journal pour les découper. C'est vraiment, ça c'est la logique fogélienne. Donc, il avait imprimé un article du Wall Street Journal qu'il avait ensuite découpé. Et dans l'article, c'était tout petit, comme d'habitude, c'était une toute petite brève, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui était « Concrete Media en faillite. Termine, tout le monde est licencié. » Et il arrive et il dit « Mais c'est quand même, les États-Unis vont se priver du talent de Dao, ils sont complètement fous. » Ça, c'est Jean-François. Il a réussi à percevoir le talent. Ça lui semble aberrant que les gens se passent de talent. Moi, je lui dis, c'est quand même dommage qu'elle ne soit pas française, sinon on lui aurait fait une offre. Et Yann dit, qu'est-ce qui nous empêche de prendre un avion? Et on a pris un avion. 15 jours plus tard, Dao était là. Après qu'on ait fait du Jean-François Fogel avec elle, c'est-à-dire elle a dit, mais le problème de visa, mais machin, etc., mais vous avez le budget, mais etc. Je lui ai dit, absolument. Aucun problème de visa, tu auras ton visa en 2 jours, le budget, on l'a, tout va bien. Et derrière, j'ai dû appeler Jean-Marie Colombani et ramer. Et Jean-Marie a dû appeler, je crois, je ne sais plus quel ministre pour avoir le visa. Enfin bon, bref, on s'était engagé et derrière. Voilà, donc merci Jean-François et merci à vous tous. Et puis s'il y a d'autres souvenirs sur lemonde.fr, n'hésitez pas, je pense qu'il y en a plein. Merci.